c'est important d'avoir l'avenant parce que la maison, c'est pas nécessairement Là, tu parles de suffisant. maison, donc il faut que tu sois propriétaire Oui, c'est ça, propriétaire occupant. Okay. Les immeubles à revenus, ils n'ont rien. Oh, ça change la donne. Bonjour tout le monde, Jean-Philippe Paradis, courtier hypothécaire chez PMML. Mathias Haché, courtier hypothécaire chez PMML. Donc pour le troisième épisode de notre show, on a la chance d'avoir Alison Cloutier. Oui, bonjour. Ça va bien? Ça va Oui, bien? merci. Donc Alison, présente-toi en quelques mots. Donc, Alison Cloutier, je suis courtier en assurance de dommages depuis fin 2016. J'ai fait l'acquisition de Groupe BCM en juillet 2018. Groupe BCM qui appartenait à mon père et à son associé depuis sa création en 2003. Donc, j'ai acheté les parts de mon père ainsi que celles de son associé pour être l'unique propriétaire. Je suis aussi investisseur immobilier depuis l'âge de 19 ans. Puis en 2018, j'ai doublé mon parc immobilier. Puis aujourd'hui, je compte plus de 100 portes. Wow, 100 portes. Ouais. Donc on peut dire que tu as les deux casquettes. Oui. Les deux chapeaux, JP, c'est ça que tu Ouais, dis mon depuis le expression, c'est les début. deux casquettes. Donc tu es investisseur immobilier et tu es aussi courtier d'assurance. Oui, exactement. Donc tu arrives à bien conseiller ton client, répondre aux demandes du créancier hypothécaire, rassurer ton client. Tu as vraiment les deux visions. Oui, exactement. Puis je prends le temps de bien analyser chacun des dossiers. C'est entre autres ce qu'on fait dans le show Préinvestir. On invite des gens qui ont de l'expérience en immobilier, puis aussi dans le domaine sur lequel on veut discuter. Pardonnez-moi, c'est ça l'important dans le fond, là, de pouvoir partager la passion, l'immobilier, puis de partager aussi le but de ce vidéo-là qui est, bon, dans ce cas-ci, l'assurance. Donc, Alison, peut-être la première question, parle-nous un peu des différences entre les différents assureurs. Comment tu traites un dossier d'un client qui vient te voir? Vers où tu vas l'envoyer? Est-ce que tu connais les critères d'assurance des différentes banques? Bien là, c'est sûr que ce qu'il faut savoir présentement, c'est qu'il y a de moins en moins d'assureurs disponibles. L'inventaire là, des assureurs diminue parce qu'il y a un resserrement du marché. Donc, parce que ce qui arrive, c'est que plus de 60% des bâtiments, des immeubles, ils ont plus de 50 ans, puis ils n'ont pas été rénovés ou seulement partiellement. Donc, ce qui fait, c'est qu'il y a plus de risques pour les assurés. Avant, donc dans les années précédentes, là, tout le monde, les assureurs, ils voulaient du volume, ils voulaient des clients, ils regardaient beaucoup moins les rénovations. Tout ce qu'ils voulaient, c'est du volume. Mais ce qui arrive, c'est que justement, en ayant autant de volume, en demandant juste le minimum, c'est qu'il y a eu beaucoup de réclamations à n'en plus finir. Donc là, ils ont revu leurs critères. Il y en a beaucoup qui se retirent. Puis ceux qui ne se retirent pas, ils ont augmenté leurs critères, sont beaucoup plus exigeants. Donc dans ce temps-là, c'est sûr que moi, ce que je conseille, c'est toujours de rénover les 5 éléments les plus importants. Donc l'électricité, filage, les panneaux, la plomberie, le chauffage, la toiture et les portes et fenêtres. Je t'arrête tout de suite là-dessus. Oui. On s'entend que pour un investisseur immobilier, c'est pas très sexy. Nous, souvent, on se demandait, on veut optimiser un immeuble, on va rénover les salles de bain, on va rénover les cuisines, on va augmenter les revenus, plus de valeur économique. Ce que je peux rajouter, c'est que ça n'ajoute rien à nos revenus. On peut pas faire d'augmentation. Bref, les fenêtres peut-être, mais si on fait une toiture, on peut pas arriver à notre locataire et dire, écoute, je t'augmente de 10 parce que j'ai fait la toiture. Donc, c'est vraiment important qu'est-ce que tu viens de dire. Donc, les 5 points que les assureurs regardent, c'est pas nécessairement les points que l'investisseur aurait le goût de mettre de l'argent dedans. Non, exactement. Puis moi, je suis investisseur immobilier. Je sais que ce qu'on nous enseigne, c'est justement d'acheter des bons deals. Des bons deals, c'est des vieux immeubles, pas rénovés. Puis les revenus sont à terre, mais pour les augmenter, il faut mettre le moins d'argent possible. Donc, on fait du maquillage. On change des panneaux d'armoire, on change des planchers. Mais les assureurs, ça les intéresse pas, ça. Ça change rien. Les armoires neuves. Non, ça diminue pas le risque de passer au feu. Fait que c'est sûr que ça les intéresse pas. Donc, c'est sûr, dans le passé, avec le marché mou qu'on avait, il n'y avait pas de problème. Mais là, c'est là. Ils ont frappé un mur, ils ont trop accepté de justement juste du maquillage. Là, ils ont revu leurs critères. Puis il va falloir que les investisseurs immobiliers, ils changent leur façon de faire parce que ça va être beaucoup plus difficile de s'assurer maintenant. Donc, quelqu'un qui va être entièrement rénové pour les 5 éléments, il va trouver un assureur beaucoup plus facilement. Presque tous les assureurs vont pouvoir le prendre. Il va payer moins cher pour avoir plus de protection. Ceux qui ne sont pas rénovés ou partiellement rénovés vont payer plus cher pour du risque désigné en plus. Fait que l'effondrement par la neige, par exemple, il ne sera même pas couvert. Fait que plus cher pour moins de protection quand ce n'est pas rénové. À court terme, oui, ça coûte plus cher rénover. Mais sur le long terme, il va payer moins cher en assurance, puis il va avoir beaucoup plus de choix pour les assureurs. Puis, parle-moi de la différence entre le commercial et le résidentiel. Nous, on a cette différence-là. Dans le financement, on a la différence 1 à 4 logements, 5 logements et plus, on peut le faire au commercial. Bon, il y a certaines exceptions, bien évidemment. Parle-moi de ça un petit peu. Oui, exactement. Bien, justement, c'est différent pour les assurances parce que nous, c'est de 1 à 6 logements qui sont au résidentiel, puis 7 logements et plus qui sont au commercial.
La différence principale par rapport au résidentiel et le commercial, c'est que le libellé de base du résidentiel, il est plus étendu. Donc, il y a plus de protections qui sont incluses de base. Le commercial est plus à la carte, mais là, ça change d'année en année. Le résidentiel devient de plus en plus à la carte, mais pour l'instant, c'est encore le libellé de base est plus étendu que le commercial. Puis est-ce que le commercial coûte nécessairement plus cher que le résidentiel ou pas obligatoirement? Je vous dirais que 99 du temps, le résidentiel est moins cher. Okay. 1 ça arrive que le commercial arrive moins cher, là, mais c'est très rare. La majorité du temps, c'est toujours le résidentiel qui est moins cher, puis plus de protection. Okay. On le voit dans nos prêteurs avec lesquels on travaille. Nous, on travaille avec des prêteurs qui ont des fonds titrisés, on en reviendra un petit peu plus loin. Mais certains 6 logements, on est capable d'aller chercher du résidentiel avec des avenants, pardonnez-moi, commercial. Alors, c'est là que ça va nous coûter un peu moins cher. Ça peut être intéressant. Il faut comprendre que certains prêteurs nous donnent l'occasion d'avoir un taux de qualification qui est extrêmement bas, d'avoir un taux d'intérêt effectif qui est super agressif, mais par contre, ils ont des avenants à rajouter sur l'assurance. Fait que si on regarde juste l'assurance, qui pourrait coûter un petit peu plus cher pour certains prêteurs qui nous offrent ces options-là, eh bien évidemment, on va sticker sur le montant. Par contre, si on regarde le global, JP, tu peux me confirmer. C'est ça. Quand on regarde le big picture, donc le portrait global, oui, le prêteur X, peut-être que son assurance qu'il va exiger va coûter un petit peu plus cher qu'ailleurs, mais taux d'intérêt plus bas, montant de financement plus élevé, capitalisation plus rapide. Donc, tout ça fait qu'on est gagnant d'y aller avec ce prêteur-là. Je sais qu'idéalement, on prendrait le prêt de cette banque-là, l'assurance-là, on pourrait le décomposer. Ça n'existe pas. Donc, il faut prendre le package que l'institution financière nous demande. Ouais. Oui, des fois, l'assurance peut coûter un petit peu plus cher avec des prêteurs A, B, C, donc selon les différents critères. Mais globalement, ça fait du sens d'y aller comme ça. Fait qu'on a un peu répondu à la question pourquoi que les assureurs, que les banques ont des critères plus élevés sur l'assurance. C'est entre autres pour ça, si tu peux en rajouter un petit peu là-dessus. Oui, bien exactement. C'est de la gestion de risque. C'est qu'eux, c'est des décisions corporatives. Ils ont vu que selon les statistiques, il arrive beaucoup de catastrophes naturelles. Puis le risque est trop élevé s'il arrive soit un tremblement de terre ou une inondation, que justement la personne, elle ne soit pas capable de payer pour les dommages ou de reconstruire. Puis eux, ils sont aux prises avec un bâtiment qui est en ruine ou bien un terrain vacant. Est-ce que tu as des exemples de catastrophes qui est arrivée qui pourraient affecter justement ça? Justement, à Sainte-Marie-de-Beauce, donc toutes les inondations qu'il y a eu, le gouvernement attribue un montant, mais il y a un montant maximum de 190 000. Donc, c'est important d'avoir l'avenant parce que la maison, c'est pas nécessairement là, tu parles de suffisant. maison, donc il faut que tu sois propriétaire occupant? Oui, c'est ça, propriétaire occupant. Les immeubles à revenus, ils n'ont rien. Ça change la donne. Ils n'ont rien, puis les résidences secondaires non plus, ils n'ont rien. Fait que si on n'a pas l'avenant, c'est à nous de payer de notre poche. Ce qui est super important d'avoir les avenants. Donc, ces banques-là qui ont décidé d'exiger ces critères-là, c'est parce qu'ils ont défini que les risques sont trop élevés. Est-ce que tu dirais que ces banques qui ont déjà prévu des avenants sont avant-gardistes? Penses-tu que les autres banques ou caisses qui n'ont pas encore suivi vont s'allier à ça? Bien, c'est sûr. J'ai pas une boule de cristal, mais les catastrophes naturelles, comme ce qui est arrivé à Gatineau, à Sainte-Marie-de-Beauce, ils sont de plus en plus fréquentes. Fait que c'est sûr que celles qui ont ces critères-là, ils les enlèveront pas, ça c'est sûr et certain. Puis ceux qui les ont pas encore, ça leur a donné des bons coups, c'est certain, ces événements-là. Fait qu'il y a des chances qu'ils l'exigent maintenant. Puis qu'est-ce que tu dirais à un investisseur qui va vers une banque donnée et que la banque demande d'avoir inondation? Il va dire « Ah, mais pourquoi j'aurais ça? Je ne suis pas sur le bord de l'eau. Pourquoi on m'exige ça? » Est-ce qu'il y a une raison pourquoi la banque exige ça? Bien, c'est sûr qu'eux, ils ont fait leurs statistiques. Donc, ils ont déterminé qu'il y a des chances que ça arrive. S'il n'y a pas de chance que ça arrive, ils ne l'auraient pas demandé, c'est certain. Okay. Donc, dans ce cas-ci, s'ils l'exigent, c'est ils n'ont besoin. Puis, dans le cas-ci, il y a vraiment peu de chances que ça arrive, la prime est en conséquence. Une inondation, ça, c'est un bon point. Une inondation, si l'avenant d'inondation en haut d'une montagne, elle peut coûter 50 $. Quand tu es en bas de la montagne, ça va être 400. C'est très bon, ça. Excellent point. Ouais. Donc, pour le financement, le financement va être différent par rapport à la prime d'assurance, ça, on le sait déjà. Mais une prime d'assurance à Québec versus à Shawinigan versus Victoriaville va être différente. Exactement. Puis, on parlait de fonds titrisés tantôt, puis on a mentionné ça. JP, explique donc un peu aux gens, parce que tu as fait une capsule à propos de ça. Les fonds titrisés, c'est quoi? Pourquoi que les prêteurs avec lesquels on travaille, comme ça arrive souvent à First National People Trust, MCAP, des fonds titrisent les fonds, pourquoi qu'on doit être bien assuré? C'est ça? C'est important de comprendre. Déjà, un fonds titrisé, c'est un petit peu complexe, donc je ne refais pas un peu l'histoire, là, mais juste pour vous expliquer, c'est que la banque prend un pool d'hypothèques et revend sur le marché monétaire le pool en tant que tel, donc les hypothèques. Donc, c'est les clients, investisseurs qui prennent une partie du risque. Donc, la banque se décharge de ça et la banque veut s'assurer que ces investisseurs soient
bien protégé. Bien protégé. Ils veulent pas que Ils veulent l'investissement... pas aller chercher les clés de l'immeuble. C'est la dernière Non. chose à faire. Surtout qu'on s'entend que les hypothèques à un taux de 3 l'investisseur ne fait pas un gros rendement sur son investissement. Donc, il veut s'assurer que ça soit sécuritaire, safe. Donc, il demande des assurances à l'occasion qui sont peut-être plus élevées en matière d'assurance que d'autres institutions financières. Mais comme vous disait tantôt, si on regarde le portrait global, on est toujours... Exact. Toujours. Je vais enlever le mot toujours, mais on est très souvent gagnant à y aller avec une banque comme ça. Parfait. Puis, en fait, bon, ça résume pas mal à ce qu'on parlait, les fonds titrisés, les banques et tout ça. Bien évidemment, on parle aussi de critères des banques. C'est quoi exactement? Est-ce que tu crois que les banques pourraient élever leurs critères à ces critères-là? On en a discuté un petit peu. Qu'est-ce que toi t'en penses? Je sais que tu n'as pas de boule de cristal à ce niveau-là, mais qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Ben, moi, c'est sûr que je pense, selon moi, avec tout ce qui arrive, c'est sûr qu'ils vont les augmenter. D'après moi, ceux qui les ont pas en ce moment, ils vont les mettre. Parce que c'est sûr que c'est pas rentable. C'est que c'est un risque supplémentaire à prendre. Un refoulement d'égout, disons un avenant refoulement d'égout à 100% de la capacité. Bon, je ne suis pas courtier d'assurance, mais je sais qu'il y a certains prêteurs qui ne le demandent pas, d'autres qui en demandent. Ça peut jouer énormément. Là. Ça peut faire en sorte que la banque vienne saisir le bien parce que le client n'est pas capable de réinjecter pour les rénovations. Est-ce qu'on peut être surassuré? Oui, c'est sûr. Souvent, ce qui arrive, en fait, c'est que, mettons, moi, le bâtiment, ben, il a été calculé pour 1,2 million. Mais lui, le client, il dit « Ah, moi, ça vaut 1,4 million. » Mais même... Jean-Jacques, c'est le coin de la Lui, il veut être assuré pour 1,4 million. Mais si ça vaut 1,2 million, ça coûte 1,2 million, on va vous donner 1,2 million s'il arrive quelque chose. Parce qu'on s'entend que l'assurance, on n'est pas là pour faire de l'argent avec l'assurance. Exactement. Là, je dois être couvert. Exactement, parce que sinon, les gens qui ont une maison à 200 000, ils l'assuraient pour 500 000, puis s'il arrive de quoi, ben ils ont une maison à 500 000. Puis tu disais que tu n'as pas de boule de cristal, mais si tu regardes le passé, parce que tu es né dans le monde de l'assurance, hein, tu nous parlais tantôt, ton père avait un cabinet depuis 2003, tu es né dans le monde d'investissement immobilier. Donc, si tu regardes un peu ce qui s'est passé par rapport aux primes, par rapport au nombre de prêteurs qu'on avait sur le marché, la tangente fait que malheureusement, on risque de payer plus cher dans l'avenir. Oui, exactement. Ce qui se passe, le resserrement de marché en ce moment, ça ne s'est pas passé depuis 1998. OK. Donc, ça va vraiment ça va continuer là, la hausse. Les assureurs qui vont se retirer, ça va continuer. Puis les renouvellements qui augmentent, ils vont continuer d'augmenter beaucoup. Donc, ça augmente même au renouvellement, pas seulement une nouvelle prime. Quelqu'un qui achète un immeuble versus quelqu'un qui renouvelle, elle peut augmenter dans les deux cas. Oui, exactement. Les renouvellements, tout le monde se plaint en ce moment. Peu importe l'assureur, tout augmente partout. Okay. Même s'il n'y a pas de réclamation, ça l'augmente. Mais il y a eu beaucoup de catastrophes, puis ils ne sont pas rentables. Il n'y a aucun assureur qui est rentable. Okay. Il faut qu'il aille chercher Même les grosses l'argent. compagnies d'assurance qu'on peut connaître ne sont pas rentables? Oui, parce que justement, les grosses compagnies d'assurance, ils sont toujours, quand il y a des catastrophes naturelles, c'est eux qui payent le plus. OK. Donc, il faut qu'ils aillent chercher l'argent ailleurs, sinon ça ne fonctionnera pas. Puis l'argent ailleurs, c'est dans nos poches. Exactement. De l'investisseur. Exactement. Puis, fait que ça résume pas mal ça. Ouais. Est-ce que tu pourrais, en tant qu'investisseur, les gens à la maison, c'est quoi la différence de travailler avec quelqu'un qui fait... Parce que je pense que Groupe BCM fait beaucoup de multilogements, même qui sont spécialisés en multilogement. Puis toi, tu as le chapeau, bien évidemment, qu'on parlait tantôt, de casquette d'investisseur. C'est quoi l'avantage de travailler avec Alison? C'est quoi l'avantage de travailler avec Groupe BCM? Bien, justement, moi, je suis investisseur immobilier en plus d'être courtier. Donc, c'est sûr que je connais tout ce qui est possible de connaître sur l'assurance des immeubles à revenus. C'est sûr, je suis là pour les conseiller. Je sais quel assureur qui correspond à quel secteur, selon quelle année du bâtiment. Puis aussi, je prends le temps de bien monter chacun des dossiers. Donc, quand on a un dossier bien monté, peu importe l'assureur qu'on prend, bien, ça peut toujours bien se passer parce que ça ne va pas accrocher nulle part. C'est un peu, excuse-moi JP, mais c'est un peu comme nous qui faisons simplement du multilogement. On est spécialisé en multilogement, on ne fait pas de condo, on ne fait pas de maison. Fait qu'on est là-dedans tous les jours. On a beaucoup de clients par jour qu'on regarde différents types de projets. Ça change énormément la donne. Et Alison, dis-moi, de l'autre côté, avec Mathias, quand on calcule un financement possible, le client nous appelle, nous contacte, voici mes chiffres, mes revenus dépenses, quel financement je peux espérer. On ne sait pas toujours vers quelle banque on va se diriger. Ça va dépendre un peu du dossier, il faut creuser un petit peu plus loin. Quand on demande une soumission d'assurance, si on ne sait pas vers quelle banque on va aller, tu ne sais pas quels critères ils vont demander. Donc, comment tu te bases pour faire une soumission d'assurance si on ne connaît pas le prêteur? Bien, moi, c'est sûr que quand je fais mes soumissions, j'offre toutes les protections. Puis ensuite, je donne les primes pour chaque protection. Okay. Fait que le client, s'il décide d'enlever des protections, bien, il sait ça correspond à quelle prime, puis il sait à quoi s'attendre. Donc, moi, j'offre toujours le complet, tout ce qui est possible d'offrir. Exactement. Fait que si l'assureur, si son créancier lui demande ça, il y a déjà la prime pour tout avoir les avenants possibles. OK.
Et comment tu négocies ou que tu discutes avec un prêteur hypothécaire 6 logements qui serait commercial, parce qu'on fait juste du commercial, et toi, tu disais tout à l'heure qu'un 6 logements se fait au résidentiel. Y a-t-il un décalage entre les deux produits? Oui, mais dans le fond, souvent, ce qu'ils demandent, c'est d'avoir l'avenant du bris des équipements. Mais ça, c'est déjà inclus dans le libellé de base du résidentiel. Fait que ça, c'est pas tout le monde qui sait ça. Non, exactement. Ça arrive, justement, il y a un client qui m'a demandé une soumission l'autre fois, puis je regardais sa police actuelle, puis il était au commercial pour un 6 logements. Donc, j'ai demandé pourquoi, puis il m'a dit que vu que son créancier avait demandé l'avenant des bris d'équipement, son courtier lui avait mis ça au commercial, mais il fallait qu'il sache qu'au résidentiel, c'était déjà inclus. Donc, il a mal été conseillé, le client, malheureusement. Entre autres, pourquoi c'est important de baigner dans le multilogement chaque jour. Oui. On le voit passer. Oui. Et au petit point, peut-être, parce que nous, ce qu'on entend souvent, c'est mon beau-frère paye telle prime, mon voisin paye telle prime. Je pense qu'on ne peut pas comparer des pommes et des oranges. Hein. On parlait tout à l'heure, avant de tourner la capsule, le bureau de crédit peut avoir un impact. Il y a différentes choses qui peuvent avoir un impact sur la soumission d'assurance. Oui, exactement. Le bureau de crédit, un bon pointage de crédit, ça peut donner jusqu'à 30 de rabais sur la prime, Quand même, ce qui est quand même énorme. Donc, si le voisin, il y a une bonne cote de crédit, mais que nous, on a juste 10 lui, il y a 30 ça fait une différence. L'âge aussi de la personne, le nombre d'années qu'il y a de l'assurance. Parce que si ça fait 40 ans qu'il y a de l'assurance par rapport à quelqu'un qui ça fait 5 ans, bien, c'est sûr que c'est pas le même prix. Fait que les rénovations, ça change, les secteurs, donc les zones inondables, c'est sûr que ça change. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Oui. Tu ne peux pas prendre un dossier puis tu le rentres dans la machine puis tu te dis, voici, il faut que tu rentres vraiment les critères, la personne, l'immeuble, les rénovations. Et là, ça se calcule. Oui, exactement. Ils appellent ça, les assureurs, la micro-tarification parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent en compte. C'est impossible qu'on arrive avec la même prime que le voisin, impossible qu'on arrive avec la même prime que le propriétaire actuel, même si c'est le même immeuble. OK. C'est important de savoir ça. Oui. Donc, en terminant, merci Alison. As-tu un petit mot de la fin? On te laisse la parole. Merci pour l'invitation, j'ai vraiment apprécié. Puis chez Groupe BCM, on est vraiment spécialisé en immobilier. On est là pour vous conseiller, vous assister lors des réclamations, puis à bien monter votre dossier pour avoir la meilleure prime puis le meilleur rapport qualité-prix. Merci. On vous remercie énormément parce que le premier podcast, le premier show Préinvestir a atteint 10 500 vues, plus de 30 000 de reach. Alors, on remercie beaucoup du fond du cœur, c'est vraiment apprécié. On se rend compte que les gens apprécient d'avoir de l'information comme ça. Bien évidemment, on reste en surface. On veut pas perdre personne. Le but, c'est vraiment de donner une belle information. Si jamais vous avez des questions, peu importe, sur l'investissement ou le financement de multilogement, je devrais dire, n'hésitez pas à contacter JP ou moi. Laissez des commentaires en dessous de la vidéo et surtout, partagez. On se revoit après les fêtes. Après les fêtes, donc c'est le dernier show avant les fêtes. Donc, Ouais. Joyeuses fêtes à tout le monde. C'est vrai, on l'a pas dit, mais c'est ça, c'est la semaine prochaine. Si bol, ça va vite. Fait que oui, ça passe très vite quand on est occupé. Alors, stay tuned pour le prochain épisode après les fêtes. Merci beaucoup.